Bonsoir à toutes et tous. Oui, c'est normal qu'il n'y ait pas de son, puisque pour l'instant, enfin jusqu'à maintenant, ils étaient coupés. Bienvenue pour cette conférence animée par Laurent Koestler, lire et décoder les pensées mythes aux réalités. Alors, avant d'attaquer, un petit mot peut-être sur Chanson Lumière. Nous sommes une mission CNRS Université de Lorraine qui promeut la culture scientifique. Nous faisons de la médiation scientifique sur le territoire du Grand Est en France évidemment. Alors peut-être que vous nous regardez, vous nous écoutez depuis un autre endroit de la France. Si c'est le cas, dites-nous de quel département vous provenez dans le chat. Nous faisons habituellement des conférences, des conférences en ligne, ça c'est assez nouveau, des projections débats, c'est ce qu'on faisait avant la pandémie, avant le Covid. On projetait des films, en grand public, avec un grand public accompagné d'un chercheur ou d'une chercheuse. Et il y avait un débat qui s'installait après. Et puis malheureusement, donc, il y a eu le Covid et nous faisons désormais des podcasts et des conférences comme celle de ce soir. Je vois qu'il y a même quelqu'un qui nous dit qu'il est de Haute-Garonne. Eh bien, écoutez, bienvenue. On est donc en présence de Laurent Koestler, qui est docteur en neurosciences, chercheur CNRS au laboratoire CRAN. Le CRAN, qu'est-ce que c'est ? C'est le centre de recherche en automatique de Nancy. Et ce soir, donc, on va répondre à une question importante, quasi essentielle. Est-ce qu'on peut lire et décoder les pensées ? Est-ce un mythe ou est-ce que c'est une réalité scientifique ? Laurent, je te laisse nous répondre à cette question. Merci beaucoup Valentin, merci aussi à Véronique pour cette invitation Sciences en Lumière. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, nous avons choisi ce soir un thème un petit peu particulier qui est un thème intrigant, qui peut à la fois faire fantasmer mais qui peut aussi faire peur, savoir la lecture et le décodage des pensées. Donc mon travail de recherche s'intéresse à étudier l'imagerie du cerveau, l'imagerie cérébrale, pour essayer de mieux dépister, de mieux diagnostiquer et aussi soigner les maladies du cerveau. Et donc dans le cadre de cette conférence, je vais essayer de vous montrer dans quelle mesure l'imagerie du cerveau peut nous aider à aller chercher des informations qui pourraient s'avérer cruciales dans certains domaines. Alors, l'exposé de ce soir, il va être organisé de la façon suivante. Donc, en premier lieu, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on entend par le mécanisme de la pensée. Vous verrez qu'il y a plusieurs façons de définir ce que c'est que la pensée. Ensuite, dans un deuxième temps, je vous expliquerai quelles sont les applications, dans quel domaine est-ce qu'il peut être intéressant d'aller chercher l'information de la pensée, et voir quelles peuvent être leurs utilisations. Ensuite, on fera une petite pause pour permettre de répondre à des questions. Donc, ça sera une interaction avec moi si vous avez déjà des questions sur ces premières parties. Et puis ensuite, à la fin de cet exposé, je vous expliquerai comment, à l'heure actuelle, sur la base de nos connaissances et des outils technologiques que l'on peut avoir à notre disposition, eh bien, on peut réaliser la lecture et le décodage des pensées. Et bien entendu, parce que c'est important aussi de le préciser, c'est une conférence grand public, eh bien, à savoir quelles sont les autorisations ou au contraire les restrictions que peuvent avoir les scientifiques pour réaliser ce genre d'action, parce que vous imaginez bien que la lecture et le décodage de la pensée n'est pas quelque chose de neutre, puisqu'elle fait partie de notre intimité. Et donc, forcément, au niveau juridique, il y a des règles à respecter. Alors, avant de commencer une conférence grand public, j'aime toujours un petit peu expliquer le contexte dans lequel se place cette conférence et pourquoi, avec Sciences en Lumière, nous avons choisi ce thème ce soir de la lecture et du décodage des pensées. Eh bien, le premier point qui vient assez rapidement à l'esprit quand on parle de ce thème, eh bien, c'est tout ce que l'on peut voir dans le domaine du cinéma, de la science-fiction, des romans, où très fréquemment on peut retrouver des héros ou des personnages qui sont capables d'aller lire dans les pensées pour utiliser celles-ci à bon escient, voire dans certains cas à mauvais escient. Donc les exemples sont nombreux, sont multiples, ça fascine de voir un petit peu ces héros réaliser ce genre de prouesse. Et donc, dans l'imaginaire des personnes au sens large, eh bien, on voit souvent ce type d'action menée, mais bien entendu, on les voit surtout menées dans le domaine de la science-fiction. Le deuxième point,
qui vous est aussi certainement très familier, c'est le fait que de plus en plus dans notre environnement, on va retrouver de plus en plus d'outils, de plus en plus d'appareils qui vont venir en interaction avec nous. Et donc, en venant en interaction avec nous, forcément interagir avec notre cerveau. Et par le biais des révolutions industrielles, on voit de plus en plus de dispositifs, que ça soit dans le domaine médical, c'est ce que vous pouvez voir ici sur la partie haute de ma diapositive, mais aussi dans le domaine grand public, des systèmes de plus en plus intelligents, des systèmes de plus en plus pointus, qui nous amène à se poser la question de l'intelligence, notamment artificielle. Certains économistes prédisent même une nouvelle révolution industrielle qui sera basée sur ce qu'on appelle le transhumanisme, avec tout ce qui est la robotique et l'amélioration de l'être humain, et donc de cette technologie de l'intelligence artificielle. Alors cette technologie de l'intelligence artificielle, c'est aussi quelque chose qui est très à la mode, qui a été mis beaucoup en avant par notre ancien ministre Cédric Villani, qui a lancé un grand plan national pour développer ce thème. Et donc, dans les médias, on voit très régulièrement apparaître ce terme un petit peu fantastique d'intelligence artificielle, de voir dans quelle mesure on pourrait décoder l'intelligence humaine, décoder les pensées, pour pouvoir les injecter dans des machines pour qu'elles permettent de réaliser certaines prouesses ou de venir suppléer les fonctions humaines. Alors, à l'heure actuelle, en France, c'est un marché qui est considérable. Cette année, c'était 350 millions d'euros de marché sur la part de l'intelligence artificielle, et dans quelques années, ce chiffre passera très largement au-dessus du milliard. Donc, il y a vraiment un enjeu aussi fort dans ce domaine-là. Donc voilà un petit peu pourquoi ce soir j'ai décidé de vous parler de ce thème, parce que on en entend de plus en plus parler dans la société. Alors, pour débuter cette première partie, dans la lecture et le décodage des pensées, il faut d'abord définir ce que c'est qu'une pensée. Bien évidemment, définir ce que c'est qu'une pensée, ce n'est pas quelque chose de simple. Et historiquement, les premières personnes à s'intéresser à la pensée, je dirais, ce sont les philosophes qui ont essayé un petit peu de décrire, de définir les supports de la pensée. Alors, dans un courant philosophique, il y a deux grandes familles ou deux grands courants de pensée qui s'opposent un peu. C'est d'une part le dualisme, qui considère que tout ce qui est de nature biologique et matériel est placé d'un côté, et tout ce qui est plutôt spirituel, ce qui est plutôt immatériel, eh bien, est placé d'un autre côté. À savoir que le cerveau et la pensée, dans notre cas de figure, seraient deux entités complètement distinctes. À l'inverse, il y a un autre courant de pensée qui s'appelle le monisme. Et le monisme, lui, au contraire, il dit que les deux systèmes sont indivisibles, c'est-à-dire que le matériel et le spirituel ne forment qu'une seule entité, et que la pensée va donc reposer sur un support biologique. Et nous, dans notre cas, eh bien, c'est le cerveau. Donc, pour moi, qui suis neuroscientifique, et dans le cadre de cette conférence de ce soir, je vais surtout axer mon propos sur le fait que la pensée a un support biologique, que c'est le cerveau qui va générer cette pensée, et que donc à la pensée va correspondre une activité de neurones. Et donc l'intérêt ici pour nous, c'est d'aller chercher la pensée, donc d'aller chercher l'activité du cerveau. Alors si vous voulez qu'on reparle un petit peu de ces aspects-là, pourquoi pas. Je ne suis pas le plus grand des spécialistes dans le domaine de la philosophie. J'ai quelques notions en lien avec cette conférence, mais en tout cas, pour moi, je vais surtout parler de cerveau et notamment de neurosciences. Alors, autre point qui arrive très rapidement en lien avec la lecture et le décodage des pensées, c'est ce qu'on entend souvent du domaine de la télépathie. Donc la télépathie, c'est une forme de parapsychologie. Actuellement, il n'y a aucune preuve scientifique sur le fait que ce phénomène-là existe. Quand je parle de ce phénomène, c'est ce que vous pouvez voir sur cette image, c'est que si une personne est en train de penser à une maison, eh bien par télépathie, elle pourrait transmettre cette information-là à une autre personne qui serait en mesure de prononcer le mot maison, parce que la personne en face d'elle a cette pensée à un instant donné.
Alors cette transmission de la pensée, on ne sait pas comment elle se fait. Il n'y a aucune preuve sur le fait qu'elle soit capable de circuler dans l'air. Et donc on verra par la suite au niveau des technologies que faire circuler une information, c'est pas quelque chose de franchement simple. Mais en tout cas, ce soir, je n'aborderai pas ce thème de la télépathie parce que d'une part, d'un point de vue scientifique, on n'a pas de preuves et d'expériences très concrètes qui montrent ce phénomène. Et c'est un autre pan, je dirais, de discussion. Moi, la discussion ce soir, je vais surtout la centrer sur le domaine des neurosciences, puisque comme je vous le disais en introduction, sur la question du monisme, à savoir que le biologique est le support de la pensée, eh bien, étudier le cerveau, c'est faire appel aux neurosciences. Donc, les neurosciences sont une science qui concerne l'organisation et le fonctionnement du système nerveux. Et dans ce système nerveux, on va bien entendu retrouver le cerveau qui est le siège de la pensée. Alors, les neurosciences sont une science qui est assez nouvelle, d'un point de vue en tout cas de sa terminologie, du mot des neurosciences. La première fois que ce mot neurosciences apparaît dans la communauté, c'est dans les années 1960. Donc, vous voyez que c'est quelque chose d'assez récent. Mais pour autant, les scientifiques s'intéressent au fonctionnement du système nerveux et du cerveau depuis beaucoup plus longtemps que 1960. Je vous ai remis en bas une petite expérience que vous avez déjà toutes et tous certainement déjà vue ou entendue, à savoir que lorsqu'on va envoyer un petit courant électrique dans un muscle, eh bien vous allez contracter ce muscle et c'est ce qui se passe très clairement dans les nerfs, notamment dans les nerfs périphériques. C'est-à-dire que dans vos nerfs, lorsque de l'électricité est transmise, eh bien ils vont venir au contact du muscle pour entraîner la contraction musculaire. Donc ce phénomène-là, bien entendu, il a été découvert bien avant les années 1960, mais simplement pour vous expliquer que la structuration des neurosciences et l'organisation des neurosciences est un phénomène plutôt récent. Alors quand on parle de cerveau, il y a deux difficultés pour moi. Aller chercher de la pensée dans un cerveau, ça va être quelque chose de relativement complexe parce que quand on va regarder l'organisation du cerveau, eh bien on va se rendre compte que quand on part de la plus petite échelle qui va concerner le neurone jusqu'au cerveau dans son intégralité, eh bien on voit différentes couches d'organisation et entre guillemets, plus on va monter dans les couches et plus l'organisation va être compliquée, plus le câblage entre les neurones va être compliqué et donc on va se retrouver très rapidement avec un système dont l'organisation est très complexe. C'est ce qui fait qu'actuellement, lorsqu'on essaye d'étudier le cerveau, eh bien c'est compliqué et difficile parce que à chaque individu va correspondre une certaine organisation. Même si globalement, extérieurement, le cerveau est fait de la même façon chez tout le monde, eh bien, ce câblage, cette façon que les neurones vont avoir de s'organiser dans votre cerveau, eh bien, il va vous être propre et il va être le fruit de votre développement et de vos interactions avec l'environnement. Donc déjà, première complexité, le cerveau est un organe complexe dans sa structure, dans sa façon d'être construite. Le deuxième point qui va rendre les choses compliquées lorsqu'on va s'intéresser à l'étude du cerveau, c'est que le cerveau, il évolue sans cesse. C'est un organe qui va évoluer depuis la naissance jusqu'à la période du sujet âgé. Donc là, il y a une progression au cours du temps. Donc aller chercher de l'information dans le cerveau et lire et décoder les pensées, eh bien ça peut très bien fonctionner peut-être à un stade de la vie, mais ça peut très bien moins bien fonctionner à un autre stade de la vie, puisque le cerveau évolue régulièrement et tout au long de notre vie. Mais le cerveau, c'est aussi le fruit de l'évolution de l'être humain. Et comme vous le voyez ici sur l'image en dessous, eh bien, au fur et à mesure de la présence de l'homme sur Terre, eh bien, ce cerveau s'est développé, a augmenté en volume, a augmenté de taille, ce qui veut dire que le cerveau est aussi le fruit d'une évolution et qui va engendrer une organisation complexe dans son mode de fonctionnement. Alors, bien entendu, pour étudier ce cerveau-là, on n'a pas attendu le 1er décembre 2020 pour s'y intéresser. Dans l'histoire, forcément, il y a eu des études de fait pour essayer de trouver comment le cerveau fonctionnait. Le seul problème, c'est que les premières études qui pouvaient être faites, c'était toujours des études dans le cadre du domaine anatomique, ou pour accéder au cerveau, parce qu'il est caché sous notre boîte crânienne, eh bien la seule solution pour pouvoir l'observer, c'était soit de pouvoir ouvrir la boîte crânienne ou de faire des dissections
post-mortem, donc après la mort, et donc à ce moment-là, eh bien, on pouvait regarder la façon dont le cerveau était organisé ou était fait. Donc il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits dans ce domaine-là, dans le domaine des neurosciences, notamment ici, vous voyez au centre de l'image, Paul Broca, qui a découvert ici, au niveau du cerveau, une zone très importante pour la production du langage, la production des mots, et d'autres situations où, sans forcément ouvrir la boîte crânienne après la mort, on pouvait essayer de comprendre, en fonction d'une lésion particulière réalisée dans le cerveau, les conséquences que cette lésion-là a pu avoir sur le cerveau. Et je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder l'histoire de Phineas Gage, qui a subi une lésion très importante au niveau du lobe frontal du cerveau et qui a un comportement qui a changé radicalement après son accident. Alors tout ça, c'est très intéressant, ça a permis aux neurosciences d'énormément se développer. La seule difficulté, c'est que ici, dans ces études-là, accéder à la pensée était quasi impossible parce que ces études-là ne pouvaient se faire que par le biais d'une chirurgie ou que par le biais d'études post-mortem. Et vous vous doutez bien qu'une fois que le sujet est décédé, eh bien la production de la pensée ne se fait plus et donc on ne peut plus avoir accès au fonctionnement normal du cerveau. Alors pourquoi je vous dis ça ? Eh bien c'est que de nos jours, vous savez bien qu'il n'y a plus besoin d'aller ouvrir la boîte crânienne pour regarder comment fonctionne le cerveau ou en tout cas observer la façon dont il est fait. Eh bien on voit ici, chaque rectangle de couleur va correspondre à une technique qui existe à l'heure actuelle pour faire l'investigation du cerveau. Alors vous avez ici en bas l'échelle de temps à laquelle peut regarder le cerveau au niveau temporel. Donc si c'est des techniques qui vont très rapidement et qui sont capables de regarder le fonctionnement du cerveau à une échelle très petite au cours du temps, c'est-à-dire très rapidement, ou au contraire ce sont des techniques qui vont regarder le fonctionnement du cerveau heure par heure. Et ici, de l'autre côté, eh bien, vous avez les techniques qui vont permettre de regarder soit le cerveau dans son ensemble, soit de descendre jusqu'à le petit neurone qui constitue le cerveau. Alors pourquoi je vous montre cette image qui peut paraître un tout petit peu complexe ? Eh bien, c'est pour vous dire que puisque chacune de ces techniques est représentée par un rectangle de couleur, eh bien, vous voyez ici en 1988 le nombre de rectangles de couleur qui existaient pour faire l'étude du fonctionnement cérébral, et maintenant en 2014 le nombre de techniques que l'on a à notre disposition pour faire l'étude du cerveau. Vous voyez ici très clairement qu'il y a un boom extraordinaire du nombre de techniques, du nombre d'outils qui se sont développés pour accéder au fonctionnement du cerveau. Donc c'est cette fameuse révolution dont je vous parlais tout à l'heure sur un plan technologique qui montre que le nombre d'outils que les neuroscientifiques maintenant vont avoir pour étudier le cerveau, eh bien, est de plus en plus important et ça continue encore même de nos jours. Alors, pour produire de la pensée, le cerveau va fonctionner selon deux grands principes. Le premier principe que le cerveau va avoir pour produire de la pensée, eh bien, c'est que les neurones vont se mettre à travailler en équipe. C'est-à-dire que la pensée ne repose pas sur l'action que d'un seul neurone dans votre cerveau. Il va falloir une grande quantité de neurones qui s'activent pour générer de la pensée. Ici, je vous montre deux exemples. Le réseau de la lecture, c'est-à-dire quelles sont les zones du cerveau qui vont s'activer lorsque vous allez lire ou lorsque vous allez penser à des mots. Eh bien, ces différentes zones vont s'activer au cours du temps pour produire un mécanisme aussi simple que celui de la lecture. Lorsque vous allez reconnaître un objet ou que vous allez imaginer un objet, eh bien vous allez avoir aussi d'autres zones de votre cerveau qui vont très clairement s'activer. Donc c'est un travail d'équipe, ce qui veut dire que aller chercher de la pensée dans le cerveau, eh bien ça veut dire qu'il va nous falloir identifier quelles sont les zones du cerveau qui vont produire de l'activité. Et vous voyez qu'il n'y a pas qu'une seule zone qui fait ça. À titre d'information, le cerveau humain, c'est 87 milliards de neurones. Chaque neurone a en moyenne 10 000 voisins qui lui sont connectés. Et donc, ce travail d'équipe, vous voyez qu'il va être faramineux, il va être extraordinairement complexe parce que le nombre
de petits neurones que vous avez, eh bien, est extrêmement grand. À titre de comparaison, lorsqu'on parle de réseau, lorsqu'on parle de nombre d'individus et de connexions, il nous vient tout de suite à l'esprit ce fameux réseau Facebook. Et actuellement, ce réseau Facebook, si on le regarde au niveau mondial, eh bien, au niveau mondial, il y a à peu près 1,35 milliard d'individus connectés sur Facebook, qui ont un compte Facebook, et en moyenne, chaque personne a 338 connexions, 338 amis. Donc vous voyez que le Facebook à l'échelle mondiale ne représente même pas la complexité de ce qui peut se passer dans votre cerveau en termes de nombre de neurones et en termes de nombre de connexions. Donc le système, il va être complexe à étudier, il va être complexe pour essayer de lire et de décoder les pensées. Le deuxième point, c'est que le travail d'équipe n'est pas suffisant. Il faut que ce travail dans votre cerveau, il soit organisé pour produire de la pensée. C'est-à-dire que si le fonctionnement des neurones dans votre cerveau se fait de façon aléatoire ou de façon totalement anarchique, eh bien la pensée ne pourra pas se produire. Pour que vous pensiez à quelque chose, pour exécuter une certaine tâche, il faut certes beaucoup de neurones, mais il faut beaucoup de neurones qui travaillent ensemble, de façon synchronisée. Le cerveau, il a deux grands moyens de se synchroniser. Le premier moyen, c'est que vous allez avoir dans le cerveau des neurones ou des zones du cerveau qui vont jouer le rôle de métronome et qui vont demander aux autres régions du cerveau eh bien, de jouer une partition, de jouer une production d'activité. Donc là, je prends l'exemple de musicien. Eh bien, pour produire cette activité, vous allez avoir un chef d'orchestre, vous allez avoir une population de neurones dans votre cerveau qui va dicter aux autres neurones la façon de se comporter, la façon de travailler pour que tout le monde se mette au diapason et produise de la pensée. Donc ça, c'est l'image de gauche. Vous avez un chef d'orchestre dans le cerveau qui va dire aux autres zones du cerveau à quelle cadence il faut travailler pour produire cette pensée. Le deuxième exemple, qui est celui de droite, eh bien, c'est l'exemple de joueurs de jazz qui, eux, n'ont pas besoin de chef d'orchestre, simplement par le biais de l'écoute, de la production de l'activité des uns et des autres, eh bien, chacun va se mettre au diapason en s'écoutant mutuellement, en voyant si le voisin est en train de s'activer plus ou moins fortement ou plus ou moins rapidement, eh bien, chacun, dans un délai très court, en s'écoutant, eh bien, va permettre de se mettre au diapason et de produire une belle activité, de produire une belle partition de jazz parce que chacun est en train de s'écouter mutuellement. Alors habituellement, lorsqu'on est dans des conférences en présentiel, je demande de faire une petite expérience toute simple pour montrer ce mécanisme de synchronisation. C'est ce que vous pourrez faire quand vous serez avec une assemblée beaucoup plus grande. Alors pas dans cette période-là actuelle, parce que la restriction est encore importante, notamment dans les réunions de famille ou autres, mais dès l'instant où vous aurez la possibilité ou même de regarder ce qui se passe dans des grandes communautés, si vous demandez à des personnes d'applaudir, eh bien, vous allez voir que très rapidement, les personnes vont se mettre à applaudir à la même cadence. À la même cadence, alors que vous n'avez pas imposé un certain rythme pour applaudir, vous allez voir que les gens, spontanément, vont se mettre à applaudir à une certaine cadence, sans que qui que ce soit le leader au sein des personnes qui applaudissent, mais très rapidement, les gens vont se mettre à applaudir à la même cadence. Eh bien, les neurones dans le cerveau, les régions du cerveau qui vont produire de la pensée, eh bien, très rapidement, vont faire la même chose qu'un public qui se mettrait à applaudir tous ensemble. Eh bien, les zones du cerveau, elles aussi, sont capables de s'écouter mutuellement et de produire une activité qui soit importante pour fabriquer de la pensée. Alors, lorsque ce cerveau pense, eh bien, vous imaginez bien qu'il va falloir de l'énergie à fournir pour que ces neurones puissent travailler ensemble et au diapason. Alors, le cerveau, je dirais qu'il a deux grands systèmes de consommation énergétique. Le cerveau, il a besoin d'une part de sucre. Alors, cette image-là, elle n'est pas forcément très adaptée parce qu'on pourrait croire qu'il faut des sucres rapides pour que le cerveau fonctionne, mais c'est une image simplement pour vous dire que ce sont surtout des sucres lents dont le cerveau va avoir besoin parce que les sucres lents vont diffuser dans votre organisme tout au long de la journée, ce qui veut dire que votre cerveau va être alimenté en sucre sans interruption, ce qui fait que d'ailleurs les personnes qui vont être en hypoglycémie eh bien, vont assez rapidement avoir des troubles de la conscience parce que le cerveau ne sera plus alimenté, les neurones ne pourront plus travailler au diapason et forcément vous allez tout de suite voir une répercussion sur le comportement des personnes. Donc il va falloir que le cerveau produise de la pensée, des sucres lents et deuxièmement de l'oxygène. Et le cerveau est un très gros consommateur de l'oxygène parce que vous voyez que ce cerveau qui ne fait que 2% du poids du corps, il va consommer 60% de votre sucre
au niveau de votre glycémie et il va consommer 20% de votre oxygène, alors que le cerveau est tout petit. Donc il lui faut de l'oxygène pour fonctionner correctement. Et en réponse à ce carburant que vous allez donner au cerveau pour fonctionner, eh bien les neurones, lorsqu'ils vont s'activer et produire de la pensée, eh bien qu'est-ce qu'ils vont fournir ? Qu'est-ce qu'ils vont produire pour communiquer ensemble? Quel est leur mode de communication? Comme nous, au niveau de l'être humain, la communication, elle se fait par voie orale et par ondes acoustiques. Eh bien, les neurones ne se parlent pas entre eux avec des ondes acoustiques. Les neurones se parlent entre eux avec des ondes électromagnétiques. Donc, ils envoient des impulsions électriques entre eux pour fonctionner. Et vous verrez que ces trois éléments, la consommation de sucre, la consommation d'oxygène et la production d'électricité, eh bien, va nous aider pour aller lire et décoder les pensées. Alors, lire et décoder les pensées, pourquoi faire? À quoi est-ce que peut servir cette action de lecture et de décodage des pensées? Parce que, intuitivement, je suis quasiment persuadé que si je questionnais chacun d'entre vous, eh bien, j'aurais très peu de réponses positives, parce que forcément, la pensée est du ressort de l'intime, et donc on pourrait se demander, mais à quoi bien peut servir ce décodage des pensées? Eh bien, une des premières idées qui était de savoir un petit peu comment enseigner aux élèves et surtout comment vérifier que ce qu'on souhaite introduire comme notion dans le cerveau des jeunes élèves eh bien, soit bien acquis. Eh bien, vous voyez ici une carte de 1900 qui vous montre d'ailleurs ici dans le cercle ce qui pourrait se passer en l'an 2000 avec des petits élèves assis sur leur banc avec un casque de façon à essayer de lire ce qui se passe dans leur cerveau et éventuellement d'y injecter ici des livres directement sans passer par un autre support que celui-ci. Alors certes, c'est un petit peu caricatural, mais en tout cas, on pourrait imaginer que la lecture dans les pensées est une façon aussi de confirmer que l'information qui est transmise a bien été intégrée par une personne. Le deuxième point qui arrive très rapidement dans la lecture et le décodage des pensées, c'est le domaine judiciaire, où vous doutez bien que pour la justice, il pourrait être extrêmement intéressant d'aller chercher l'information dans le cerveau d'un individu, parce que même si l'information, vous l'avez dans votre cerveau, eh bien, vous pouvez d'une part la cacher, dire que vous ne la connaissez pas, ou deuxièmement, eh bien, vous pouvez raconter une toute autre histoire en donnant un mensonge, en disant des mensonges et en ne donnant pas la vérité, alors que votre vérité, pourtant, elle est bien présente à l'intérieur de votre cerveau. Autre point qui pourrait être extrêmement important, mais qui pourrait être aussi extrêmement dangereux, c'est la question du marketing. Pourquoi lire et décoder dans les pensées? Eh bien, tout simplement, c'est que si, dans le domaine du marketing, on pouvait savoir quelles sont les couleurs, quelles sont les odeurs ou quels sont les systèmes qui vont stimuler votre cerveau pour être capable de vous donner les bons arguments au bon moment pour vous faire acheter quelque chose, eh bien ça pourrait rendre énormément de services pour essayer éventuellement de vous vendre quelque chose plus facilement. Donc là, on est sur quelque chose de très sensible, on y reviendra par la suite. Et enfin, dernier point qui, pour moi, est aussi extrêmement important et certainement plus porteur et plus sensible, eh bien c'est la notion du soin et de l'interaction, parce qu'il existe des patients avec qui la communication n'est plus possible, c'est-à-dire que soit la production orale n'existe plus, soit il y a des difficultés dans la compréhension, eh bien à ce moment-là, si nous étions capables, par des techniques particulières, d'aller chercher l'information dans le cerveau d'un malade pour soit améliorer un traitement ou pour soit interagir avec l'environnement, eh bien vous vous doutez bien que ça serait une prouesse assez remarquable et que ça pourrait rendre énormément de services aux patients qui peuvent être atteints de maladies neurologiques. Alors voilà pour cette première partie. Donc si vous avez des questions à me poser sur ces premières parties, je peux déjà aussi vous dire que dans la seconde partie, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut lire et décoder les pensées. Donc c'est pas tout de suite que viendront les questions sur ça. Ça sera plutôt sur la deuxième partie des questions. Mais en tout cas, si sur le fonctionnement du cerveau ou sur les applications potentielles de la lecture et du décodage des pensées, vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors pour l'instant, je vois que quelqu'un est en train de taper dans le chat. Moi, j'avais déjà une réflexion à votre que je te transmets, Laurent. Je suis assez surpris de voir qu'il y a 10 000 connexions synaptiques par neurone, alors que souvent, dans les représentations de neurones,
on voit 5, 6, on voit beaucoup moins de synapses qu'il y en a en réalité. Donc c'est assez étonnant de voir qu'on est un peu biaisé dans la représentation des neurones, alors que on minimise en réalité le nombre de connexions des neurones avec les représentations, alors qu'en réalité elles sont vraiment énormes. Et j'avais une question, tu montrais une diapo avec Stephen Hawking. Lui précisément, comment est-ce que son dispositif fonctionnait? C'était avec une lecture de la trajectoire de l'œil, ou est-ce qu'il y avait vraiment un dispositif qui permettait de détecter les activités cérébrales pour aider à former les mots sur son logiciel? Alors pour répondre à la première question, effectivement, quand on regarde dans des livres d'anatomie ou quand on va sur Internet et qu'on regarde un petit peu la façon dont les neurones sont connectés les uns avec les autres, on voit assez peu de voisins. Mais je dirais que c'est parce qu'on donne une vue plutôt schématique, c'est quelque chose de pédagogique pour essayer d'expliquer comment le système est conçu. Parce qu'en réalité, si on montrait réellement la façon dont les neurones sont connectés, donc dans la littérature scientifique, on a des images qui montrent en réalité la façon dont les neurones sont connectés les uns avec les autres, mais à ce moment-là, ça serait un dessin qui serait totalement illisible et très difficile à interpréter, parce que des connexions, puisqu'il y en a 10 000, il y en a énormément, et l'architecture du neurone ne serait plus visible. Donc pour rendre les choses plus lisibles, plus claires, eh bien, on retire quelques voisins artificiellement pour essayer de montrer comment les choses se constituent. Concernant la diapositive juste avant, là, avec Stephen Hawking, non, ici le dispositif, c'était pas un dispositif de lecture dans les pensées. Vous voyez que sur la branche de lunettes figure un dispositif qui permet de capter l'activité de l'œil de Stephen Hawking. Simplement, pourquoi est-ce que j'ai mis cette image-là? C'est parce que Stephen Hawking souffrait d'une maladie qu'on appelle la sclérose latérale amyotrophique, qui, dans des stades très avancés, ne permet plus l'utilisation de tels dispositifs. Et pour dire que voilà, il y a des patients qui peuvent se retrouver complètement, je dirais, enfermés dans leur corps, sans pouvoir bouger quoi que ce soit. Et là, à ce moment-là, on est dans des situations extrêmement délicates. Une question qui est apparue dans le chat: comment se fait-il qu'il soit plus facile d'apprendre une langue étrangère, par exemple, quand nous sommes plus jeunes, et que ce soit plus difficile à vivre? Est-ce que c'est en lien avec nos neurones? Oui, alors effectivement, c'est en lien avec nos neurones, les mécanismes d'apprentissage et la façon dont le cerveau va s'organiser pour produire une action, eh bien, va dépendre notamment de l'âge. Lorsqu'on est jeune, les connexions vont se mettre en place, et vont se développer à grande vitesse. La plasticité du cerveau est extrêmement importante, c'est-à-dire la capacité des neurones à créer de nouvelles connexions lorsqu'on est enfant ou jeune adulte, eh bien, est extrêmement rapide, d'où la plus grande facilité, je dirais, pour un enfant à apprendre des langues étrangères ou un enfant à apprendre du piano que par rapport à un sujet âgé. Mais c'est pas pour autant que les personnes âgées ne peuvent plus apprendre de nouvelles choses. Simplement, ça va être plus compliqué, ça va être plus difficile. Les neurones vont pouvoir créer de nouvelles connexions, mais à un rythme qui sera moins important. Donc, si vous prenez un enfant et un adulte, vous leur faites apprendre à jouer du piano ou une langue étrangère au même moment, il y a une très forte probabilité pour que les enfants apprennent plus vite, parce que leur cerveau est encore très malléable et permet de produire une grande quantité de connexions synaptiques, de connexions entre les neurones. Je vois qu'il y avait une autre personne qui tapait sa question. Je vois qu'elle ne tape plus. Si je vois que Yann est en train de taper, on va attendre. Ah voilà, la question vient d'arriver. Bonsoir. Est-il possible de lire l'activité électrique du cerveau lors de l'exécution d'une tâche? Est-il possible, en théorie, de simuler la réalisation de cette tâche par stimulation électrique? C'est précis. C'est une bonne question. Et en fait, ce que je propose, si c'est peut-être la dernière question qui m'est posée, c'est de passer sur le comment faire. Parce qu'effectivement, cette question qui est de savoir est-ce qu'on peut se baser sur l'activité électrique pour aller chercher une information, ou est-ce qu'on peut stimuler électriquement pour essayer d'entrer une information dans le cerveau, c'est ce qui va venir dans les diapositives qui suivent. Donc si vous êtes d'accord, je vous propose de continuer mon exposé. Donc comment est-ce que l'on peut faire pour aller chercher l'information dans le cerveau? Comment est-ce que l'on peut faire pour aller chercher qui sont les neurones qui sont en train de travailler, et qui sont les neurones qui sont en train de travailler de façon synchrone pour produire une activité?
Eh bien, comme vous l'avez vu, il y a différentes modalités possibles. Il y a différentes techniques qui permettent de regarder, le cerveau. Donc, à chacune de ces techniques, eh bien, va figurer des petites expériences ou des tests que l'on va pouvoir faire pour aller chercher l'information. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer quelques exemples basés sur des techniques différentes pour aller essayer de décoder l'activité du cerveau. La première technique que l'on peut utiliser, qui est une technique utilisée dans le domaine médical, c'est de prendre du sucre, de le rendre temporairement radioactif, c'est-à-dire que le sucre va être radioactif, mais pendant une période de très courte durée, quelques minutes, quelques dizaines de minutes, d'injecter ce sucre radioactif dans la circulation sanguine. Et puisque je vous ai expliqué que le plus gros consommateur, un des plus gros consommateurs de sucre dans l'organisme est le cerveau, eh bien, qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, ce sucre radioactif, il va aller se concentrer ici dans la tête, mais vous le voyez ici dans les reins, et ici au niveau de la vessie, parce que bien entendu, ce sucre radioactif est injecté de façon liquide, donc pour évacuer ce sucre radioactif, vous allez en retrouver dans la vessie. Bon, ce qui nous intéresse, nous, ici, pour la pensée, ce n'est pas la vessie, mais le cerveau. Et ce que l'on voit, lorsqu'on va regarder, cette fois-ci, avec des couleurs mises artificiellement, ce ne sont pas les vraies couleurs du cerveau, mais des couleurs artificielles que l'on va placer sur ces images, eh bien, lorsque il va y avoir une grande consommation de sucre, eh bien, on va avoir des couleurs rouges qui vont apparaître à l'écran, et lorsque le cerveau va consommer moins de sucre, ça va apparaître ici en bleu. Eh bien, qu'est-ce que l'on va voir déjà au repos? Eh bien, on va voir ici énormément de jaune et de rouge sur toute la périphérie du cerveau, et ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond à la matière grise du cerveau, c'est-à-dire là où sont les neurones. Donc on voit déjà bien que même une personne qui est au repos, si on lui injecte du sucre radioactif, eh bien on va voir des zones du cerveau s'activer. Ici en bleu, c'est ce qu'on appelle la matière blanche, qui est le câblage du cerveau, et ici il n'y a pas de consommation de sucre, donc par conséquent les couleurs ici sont en bleu. Alors vous allez me dire, ok, j'injecte du sucre radioactif, mais ici je ne détecte toujours pas la pensée. Donc comment est-ce que je pourrais faire pour m'en sortir? Eh bien, une des façons de faire, c'est que lorsque vous allez être allongé dans la machine, qu'on va vous injecter du sucre radioactif, eh bien, lorsque vous allez être à l'intérieur de la machine, eh bien, on peut vous demander d'exécuter des actions. Ces actions, c'est vous qui allez décider quel type d'action vous allez faire, du type je regarde des images qui me sont présentées, je vais produire du langage, je vais écouter de la musique, ou je vais faire l'ensemble de ces actions de façon simultanée. Eh bien, lorsque je vais regarder les images du cerveau qui vont être produites lors de l'activité d'une personne dans la machine, alors que je vais être complètement aveugle de ce qui se passe, c'est-à-dire que je vais être dans une autre pièce que celle où la personne va être, eh bien, en fonction des activations que je vais voir dans le cerveau, notamment ici l'arrière de la tête, qui va figurer ici en rouge, où j'ai les zones de la vision du cerveau qui s'activent, eh bien, je peux très clairement voir que ici, dans cette zone, il y a une très forte activité qui est en lien avec la vision. Par contre, quand la personne va, en plus de la vision, faire du langage, c'est-à-dire produire des mots ou lire un texte, eh bien là, je vais avoir d'autres zones du cerveau qui vont s'activer. Et vous voyez qu'à chacune des tâches, eh bien, je vais avoir une image très différente de ce qui se passe dans le cerveau. Donc, en passant un très grand nombre de personnes dans les machines, je peux très facilement, a posteriori, regarder ces images et puis dire que si je n'ai qu'une activité sur l'arrière de la tête, la personne était en train de visualiser des images. Si au contraire, je vois une activation sur l'arrière de la tête, mais aussi sur les côtés du cerveau, eh bien, c'est que la personne est en train d'écouter de la musique. Et donc, on va pouvoir, de cette façon, regarder où le sucre a été consommé, et les zones qui auront consommé du sucre, eh bien, seront les zones qui auront produit de l'activité, qui auront produit une certaine action, une certaine pensée. La deuxième technique qui peut être utilisée, qui n'est plus cette fois-ci le sucre, mais qui va être l'oxygène, je vous rappelle que le cerveau est un très grand consommateur d'oxygène, eh bien, quand cet oxygène va être transporté par le sang, eh bien, lorsqu'on va vous placer dans une machine ici qu'on appelle l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, eh bien, lorsque vous allez être allongé dans cette machine, eh bien, votre consommation d'oxygène va pouvoir être mesurée par le biais de ce qui se passe au niveau sanguin.
Et de la même manière que l'on a pu le faire en médecine nucléaire dans la diapositive juste avant, eh bien, on va pouvoir montrer dans le cerveau quelles sont les zones qui consomment le moins d'oxygène et quelles sont les zones dans le cerveau qui vont consommer plus d'oxygène. Donc là, à nouveau, c'est au repos et donc on va voir différentes zones s'activer. Eh bien, qu'est-ce que l'on peut faire à nouveau dans l'IRM? Eh bien, dans l'IRM, on va vous mettre dans un premier temps au repos et puis ensuite, on va vous demander d'effectuer certaines tâches. On va vous demander d'effectuer certaines actions, certaines pensées. Exemple, ici en bleu, je vais vous montrer une image avec une lettre et vous, ce que vous allez faire, eh bien, vous allez imaginer le plus grand nombre de mots qui commencent par cette lettre-là. Ou avant de rentrer dans l'IRM, je vais vous faire apprendre des couples d'images, donc ici la grenouille et le violon. Et lorsque vous allez être dans l'IRM, eh bien, je ne vais vous montrer qu'une seule des deux images et je vais vous demander de vous rappeler laquelle lui était associée. Donc, si je vous montre la grenouille, eh bien, il faudra vous remémorer le violon. Eh bien, lorsque je vais faire ça, bien entendu, les zones du cerveau qui vont être responsables de cette fonction-là, c'est-à-dire que si vous êtes en train de penser au violon ou si vous êtes en train de penser à ces mots qui commencent par cette lettre B, eh bien, qu'est-ce que je vais observer? Eh bien, je vais observer des cartes dans le cerveau qui vont s'activer de la même manière qu'en médecine nucléaire, avec différentes zones qui vont être responsables de différents types d'actions. Donc, quand je vais voir des mots, eh bien, à nouveau, c'est le derrière de la tête ici qui va s'activer dans les aires visuelles, les aires occipitales. Quand je vais prononcer des mots, eh bien, ça va être plutôt au niveau des régions frontales que je vais voir des activités. Quand je vais écouter des mots, c'est plutôt au niveau de vos oreilles, ici au niveau du lobe temporal, que vous allez avoir des activations ici très importantes. Et si je vois, moi, les cartes qui sont réalisées, eh bien, je peux deviner quel type de tâche vous étiez en train de faire à l'intérieur de la machine. Donc, qu'est-ce que les scientifiques ont fait en lien avec ces observations? Eh bien, on peut mettre en place de cette façon, eh bien, des petits codes. Ici, je vous prends un exemple tout simple, qui était une personne qui était accidentée de la route et qui ne pouvait plus interagir directement avec son environnement parce que l'accident avait été traumatique. Eh bien, on pouvait demander à cette personne-là de s'imaginer en train de jouer au tennis pour répondre oui à la question qu'on va lui poser. À l'inverse, s'il souhaite répondre non à la question qu'on va lui poser, eh bien, il faut qu'il s'imagine en train de déambuler, en train de se promener dans la maison. Pour nous, scientifiques, lorsqu'on voit les cartes d'activation du cerveau et de consommation d'oxygène, on sait que lorsque la personne va s'imaginer en train de jouer du tennis, c'est-à-dire de bouger ses bras et de bouger ses jambes, eh bien, c'est plutôt ici les régions de la motricité du cerveau qui vont s'activer. Alors que lorsque la personne va s'imaginer en train de se déplacer dans la maison, ça va faire appel à sa mémoire et à ce moment-là, ça va être plutôt des régions très profondes du cerveau, notamment dans les régions qu'on appelle l'hippocampe, que l'on va retrouver ce type d'activité. Donc imaginez que cette personne-là, vous la mettiez à l'intérieur de l'IRM fonctionnel et vous lui posiez la première question, à savoir, est-ce que le traitement médicamenteux qui est censé soulager votre douleur est suffisamment bien dosé ou pas? Donc, vous répondez oui si vous avez encore mal, ou vous répondez non si vous n'avez plus mal. Et donc, à ce moment-là, si la personne s'imagine en train de jouer du tennis, c'est qu'elle vous répond oui. Si elle s'imagine en train de déambuler dans sa maison, eh bien, c'est qu'elle répond non. Et sur la base des images, eh bien, on va pouvoir aller décoder si c'est un oui ou si c'est un non. Ici, un autre exemple qui est beaucoup plus récent, qui date de 2012, où le système est encore plus complexe, puisque cette équipe de scientifiques a mis au point un code qui permet, pour chacune des lettres de l'alphabet, eh bien, de s'imaginer faire différentes choses. Je vous prends un exemple tout simple, c'est que si la personne veut épeler le mot sel, S-E-L, eh bien, le mot S va être associé à quoi? À la production du langage. Parce que quand on va produire du langage, ce sont ces zones-là du cerveau qui vont s'activer. Donc, par exemple, si la personne se met à réciter un poème pendant une durée ici de 20 secondes, eh bien, ça veut dire que c'est la lettre S qui va être sélectionnée. Par contre, si cette personne-là récite un poème dans sa tête avec un petit chronomètre qui lui est affiché pendant 30 secondes, eh bien, ça aurait été la lettre T qui aurait été activée. Donc, si pendant 20 secondes, on voit les zones du cerveau qui s'activent dans les régions du langage, eh bien, on sait que la personne était en train de nous dicter la lettre S.
Si ensuite, cette personne-là veut utiliser la lettre E pour épeler le mot sel, eh bien cette fois-ci, elle est en train de s'imaginer faire des mouvements, donc comme courir, faire de la course à pied. Et donc si elle s'imagine en train de courir pendant 30 secondes, puisque la lettre E correspond ici à 30 secondes, eh bien cette fois-ci, c'est la lettre E qui va être sélectionnée parce que la personne se sera imaginée courir pendant 30 secondes. Et enfin, si vous voulez sélectionner la lettre L, eh bien cette fois-ci, c'est du calcul mental. Et si vous faites du calcul mental pendant 10 secondes, eh bien c'est la lettre L qui va être sélectionnée. Et donc de cette façon-là, en ayant un code qui correspond à des lettres et à des activités que vous allez imaginer, que vous allez penser, eh bien, en regardant les images, en regardant la durée pendant laquelle vous avez fait ces images, eh bien, on peut essayer de dicter des choses. Alors, bien entendu, vous allez me dire, pour épeler le mot sel, il vous aura fallu, eh bien, 1 minute, ce qui est extrêmement long. Imaginez-vous interagir avec votre environnement, avec vos proches, avec la production d'un mot toutes les minutes. Ça serait quelque chose de difficile, mais en tout cas, ça fonctionne. La fiabilité, vous le voyez ici, elle est de 82%. C'est-à-dire qu'il y a quand même des erreurs qui sont faites, il y a quand même des erreurs d'interprétation qui peuvent être réalisées. Il y a aussi un entraînement spécial à avoir pour être capable d'exécuter toutes ces tâches mentales, parce que forcément, s'imaginer en train de courir, s'imaginer en train de faire des actions, eh bien, c'est pas forcément quelque chose de très facile. Je vous invite, une fois la conférence terminée, à vous imaginer faire des actions. Vous allez voir que c'est quelque chose qui n'est pas forcément si simple que ça. Maintenant, troisième technique qui permettrait d'aller chercher de l'information et de la lecture dans les pensées, eh bien, c'est la production de l'activité électrique. Puisque je vous ai dit que le cerveau consommait du sucre, le cerveau consommait de l'oxygène, et en réponse, eh bien, il allait produire de l'électricité. Eh bien, si on arrive à capter cette activité électrique, on va savoir concrètement ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Enregistrer l'activité électrique, c'est encore plus simple qu'enregistrer l'activité en oxygène ou en sucre, parce qu'il suffit de placer un petit bonnet sur votre tête avec des électrodes à l'intérieur de ce bonnet pour enregistrer et capter l'activité électrique des neurones. Et là, à ce moment-là, eh bien, ce que l'on peut faire, c'est que si on vous présente des images, différentes images qui vont se succéder au cours du temps, eh bien, on va voir de quelle manière la production de l'activité électrique va augmenter au cours du temps. Et ici, dans l'expérience que je vous ai montrée, eh bien, si je présente toute une série de visages qui sont inconnus versus le visage de quelqu'un que vous connaissez, en l'occurrence ici moi, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si vous arrivez à me reconnaître, c'est-à-dire que si mon visage est intégré dans votre cerveau, dans les zones de votre mémoire, eh bien, ce qu'on va observer, c'est qu'on va observer une réponse électrique beaucoup plus grande au moment où vous allez voir mon visage que lorsque vous allez voir une personne qui est totalement inconnue. Parce que lorsque cette personne est inconnue, eh bien, il n'y a aucune raison pour que les zones de la mémoire envoient de l'activité électrique. Par contre, si vous reconnaissez les choses, eh bien, vous allez produire une activité électrique qui va être beaucoup plus importante. Donc là, vous pouvez tout de suite imaginer une des applications assez importantes dans le domaine judiciaire. C'est que si moi, je vous montre toute une série d'images qui n'ont rien à voir avec une scène de crime versus une image qui est issue de la scène de crime et que vous avez été concrètement sur cette scène-là et que vous l'avez vue, eh bien, vous ne pouvez pas dire « Non, ce coupable-là, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu » ou « Non, ce couteau, je ne l'ai jamais vu » parce que effectivement, vous allez avoir une zone de la mémoire qui va s'activer lorsqu'on va vous présenter un couteau ou le visage d'un complice ou d'un suspect. Bien entendu, ici, la fiabilité va être extrêmement importante parce que c'est pas parce que vous allez voir un couteau que ça fait de vous un suspect, parce que peut-être que ce couteau, eh bien, vous l'avez dans votre tiroir de cuisine pour découper des légumes ou découper un morceau de pain, par exemple. Donc là, ça fait pas forcément de vous un coupable, mais en tout cas, les zones de la mémoire, elles vont s'activer fortement. Autre façon d'interagir avec le cerveau sur un plan électrique, c'est que si, à nouveau, sur la tête, on vous place des petites électrodes, et qu'on vous demande de focaliser votre attention sur un clavier qui vous est présenté sur un écran d'ordinateur, eh bien, au moment où vous allez penser à la lettre H et que vous allez regarder sur votre écran la lettre H, eh bien, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, à nouveau, il va se produire une onde électrique très particulière à une certaine durée qui est à 300 millisecondes, c'est-à-dire à 0,3 secondes, votre cerveau va envoyer un pic en disant, eh bien, la lettre que j'imaginais
elle est visible sur mon écran, et à ce moment-là, l'ordinateur va pouvoir détecter cette onde et sélectionner la lettre sur laquelle vous étiez en train de vous focaliser. Si, à l'inverse, vous pensez à la lettre H et que vous regardez une autre lettre sur l'écran de l'ordinateur, eh bien à ce moment-là, vous n'aurez pas cette production électrique de votre cerveau, et à ce moment-là, eh bien l'ordinateur ne détectera strictement rien. Donc ici, vous voyez que sans avoir à parler, sans avoir à prononcer quoi que ce soit, si une personne est en train de focaliser son attention ou en train de penser à une lettre et focalise son attention dessus, eh bien le cerveau va produire une réponse électrique qu'on va pouvoir mesurer. Et donc, ça nous permet comme ça d'interagir avec des sujets. Une technique encore plus puissante, qui est développée dans mon laboratoire à Nancy, avec notamment mon collègue Bruno Rossian. Ça consiste à vous envoyer toute une série d'images au cours du temps, des images qui vont vous flasher, qui vont flasher comme ça devant vos yeux, à une certaine cadence, à une certaine vitesse, comme si vous regardiez un petit film avec des visages qui se présentent devant vous. Eh bien, figurez-vous que votre cerveau va être extrêmement friand de ce genre de stimulation. Il va en être friand au point que si vous envoyez à votre cerveau des images à une certaine cadence, eh bien vous allez prendre la main et le contrôle sur la production de l'activité de vos neurones. Et si vous montrez des images qui oscillent, qui apparaissent à une certaine cadence, eh bien votre cerveau va se mettre à travailler à la même cadence que ce que vous allez lui présenter. C'est-à-dire que quand je vous ai présenté le rôle du chef d'orchestre tout à l'heure, eh bien le chef d'orchestre ici, c'est plus le cerveau lui-même qui va le produire, c'est que c'est nous qui allons stimuler le cerveau à une certaine vitesse. Nous allons demander aux neurones d'applaudir à une certaine cadence et le cerveau va se synchroniser à cette cadence qui est là. Bien entendu, ce que nous on fait, parce que les images défilent très rapidement devant les yeux, la seule consigne que l'on va donner aux personnes, eh bien c'est de focaliser l'attention sur les images qu'ils vont avoir devant les yeux. Eh bien, figurez-vous que si on vous présente toute cette série d'images-là à une certaine vitesse, eh bien, vous aurez peut-être remarqué qu'une fois sur 6, ici, c'est le visage de Nicolas Sarkozy qui apparaît. Une fois sur 6, le visage de Nicolas Sarkozy qui apparaît, eh bien, qu'est-ce que ça va faire au niveau de votre cerveau? Eh bien, à nouveau, les régions de votre mémoire qui vont reconnaître ce personnage célèbre, eh bien, vont se mettre à applaudir à la cadence du visage qui est célèbre par rapport aux autres visages qui ne le sont pas. Et quand on va regarder l'activité électrique de votre cerveau, c'est ce qu'on voit ici en bas de l'image, eh bien, les personnes qui n'auront pas reconnu Nicolas Sarkozy dans cette série d'images-là, eh bien, n'auront pas d'activité électrique en lien avec la reconnaissance de cette personne connue par rapport aux personnes inconnues, alors que ceux qui auront reconnu Nicolas Sarkozy dans cette série d'images, eh bien, vont avoir une activité électrique qui va être très spécifique, qui va être très visible, nous indiquant que, effectivement, votre cerveau a reconnu spontanément Nicolas Sarkozy dans la série d'images que vous avez présentée. Donc là, à nouveau, vous voyez le potentiel assez fort et assez extraordinaire de cette technique, parce que vous ne pourrez pas nous dire que vous ne reconnaissez pas cet individu, alors que votre cerveau produit une activité qui est spécifique, qui est spéciale à l'image qu'on vous a envoyée. Si vous ne le reconnaissez pas parce que vous ne le connaissez pas, eh bien à ce moment-là, votre cerveau ne vous trahira pas, c'est-à-dire qu'il ne produira aucune onde électrique. Par contre, si vous avez déjà vu que cette image est stockée dans votre mémoire, alors la production électrique va exister. Alors, cette technique-là, elle peut être aussi développée dans la lecture et le décodage des pensées pour diriger des personnes dans un environnement et imaginer de voir une personne se déplacer en fauteuil roulant, simplement en montrant à une personne un environnement virtuel sur un écran. Si ici, la main bleue qui est à gauche flash à une certaine cadence, la main droite ici en jaune flash à une autre cadence, à une autre vitesse, eh bien vous pouvez demander à la personne qui est ici, si elle veut se déplacer à droite ou à gauche de son environnement, de focaliser son attention sur la main bleue ou sur la main jaune. Eh bien si la personne focalise son attention sur la main gauche qui flash à une certaine cadence, eh bien le cerveau qui ici est enregistré va se synchroniser à la fréquence de la main gauche et par conséquent, on saura que la personne veut se déplacer sur la gauche. Si à l'inverse, la personne se focalise sur la main droite, eh bien son cerveau va se synchroniser à la cadence de flash lumineux de la main droite et à ce moment-là, on pourra faire tourner le fauteuil roulant
dans le sens de la direction liée à la stimulation visuelle au niveau de la main gauche. Alors ici, je vous ai pas expliqué, mais en F3, vous avez le pied qui indique qu'on veut se déplacer vers l'avant. Et ici, en F3, sur les pieds, eh bien, vous avez aussi une autre cadence lumineuse. Donc, si on analyse les signaux électriques cérébraux et la cadence électrique est à une certaine fréquence, eh bien, on peut savoir si la personne veut aller à gauche, veut aller à droite ou veut aller en avant. Alors, on peut aller encore plus loin dans le décodage, dans la lecture et le décodage des informations, notamment électriques. Vous voyez ici cette personne handicapée, donc qui ne peut plus se servir de ses bras ni de ses jambes. Eh bien, ce qui a été réalisé dernièrement, c'est l'implantation d'une toute petite électrode ici, très petite, dans la région de la motricité du cerveau. Ici, donc vous voyez cette petite tache que vous avez là correspond à ces petits pics qui ont été implantés dans le cerveau de cette malade qui est ici. Eh bien, cette malade qui était ici, à chaque fois qu'elle s'imaginait bouger son bras, eh bien, lorsqu'elle s'imagine bouger son bras, eh bien, cette zone-là du cerveau va s'activer. Eh bien, si l'ordinateur ici capte une activité électrique très intense, eh bien, qu'est-ce que cela va produire? Eh bien, ça va produire le déplacement d'un bras de robot qui va pouvoir permettre de commander le bras en fonction de l'intensité du mouvement qui est réalisé, en fonction de l'imagination du mouvement. Eh bien, le bras robotique va pouvoir se déplacer et vous voyez cette magnifique dame qui est en train de boire ici dans sa gourde, simplement par le fait d'imaginer de voir son bras bouger. Alors bien entendu, c'est une prouesse, mais bien ça reste un geste chirurgical qui va consister à aller venir mettre une petite électrode à l'intérieur du cerveau pour aller chercher l'information directement là où elle est placée pour bouger ici le bras de robot. Alors, quand on voit ça, on peut se dire, ok, manifestement, les neuroscientifiques ont des outils à leur disposition qui va permettre de lire et de décoder les pensées. Ça me fait un petit peu peur. Est-ce que, du coup, tout est permis? Est-ce que tout est autorisé? Eh bien, en France, en tout cas, la législation est extrêmement stricte et sévère concernant l'utilisation des techniques d'imagerie cérébrale, donc que ce soit le sucre, l'oxygène ou l'électricité. Et vous voyez que cet article de loi qui a été mis à jour en 2011 dit très bien que les techniques d'imagerie cérébrale, elles ne peuvent être employées qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique dans le cadre d'expertise ordonnée sur un plan judiciaire. Et ils disent que ce n'est pas parce qu'un comportement peut être associé à une image du cerveau que forcément l'image cérébrale peut établir elle-même la culpabilité ou prédire un comportement. Donc la loi statue très fortement sur l'utilisation que l'on peut faire de ces technologies. Elle donne un cadre de ce que l'on peut faire ou ne pas faire. Et bien entendu, elle dit au niveau de la loi qu'on peut essayer de détecter dans le cerveau une malformation ou un dysfonctionnement du cerveau pour dire que cette personne-là n'a pas un comportement normal, n'a pas une perception normale, elle a un jugement qui est altéré. Donc ça, on peut dire effectivement le cerveau n'a pas l'air de fonctionner normalement et donc le jugement peut être modifié au moment d'un passage à l'acte. Par contre, on ne peut pas utiliser cette technique d'imagerie pour aller essayer de détecter des mensonges ou d'essayer de prouver une culpabilité. Donc sur le plan judiciaire, on ne peut pas utiliser les techniques d'imagerie pour aller chercher de l'information. Alors ça, bien entendu, c'est pour la France, mais si on regarde un petit peu ce que font nos voisins outre-Atlantique au niveau des États-Unis, eh bien vous voyez que eux, ils s'embarrassent un petit peu moins, puisqu'ils proposent une nouvelle technologie qui va détecter la vérité dans le cerveau, avec les zones du mensonge qui vont être détectées en rouge et les zones de la vérité qui vont être détectées en bleu. Et de cette façon-là, eh bien, ils vont mettre les personnes dans l'IRM, ils vont les questionner et ils vont regarder comment le cerveau s'active en fonction de telle ou telle question. Donc vous voyez que en France, le cadre législatif est d'une façon, mais bien entendu, dans d'autres pays, eh bien, les autorisations peuvent être un petit peu différentes ou même radicalement différentes.
Sur le plan du neuromarketing, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, de dire qu'il pourrait être intéressant de décoder les pensées pour savoir un petit peu ce que vous souhaiteriez acheter et vous proposer en tout cas des articles d'une façon complètement adaptée. Et bien là, c'est exactement la même chose que sur un plan judiciaire. La loi dit que les techniques d'imagerie chirurgicale, c'est uniquement pour la médecine ou pour la recherche scientifique et qu'on ne peut pas l'utiliser pour savoir si vous préfériez acheter une voiture bleue ou une voiture jaune, de façon à vous faire vendre des choses de façon un petit peu biaisée. Maintenant, à nouveau, il faut savoir que dans d'autres pays, comme la Belgique ou nos voisins anglais, eh bien, le neuromarketing existe. Donc, malheureusement, certaines entreprises peuvent aller dans d'autres pays pour tester des produits, pour tester des couleurs, pour tester des odeurs ou des parfums, pour essayer de vérifier que effectivement elles stimulent correctement votre cerveau, pour essayer de décoder la façon dont vous allez interpréter une image plutôt qu'une autre, ou d'interpréter une publicité pour essayer de voir si le système fonctionne bien d'un point de vue commercial. Alors maintenant, au niveau de la recherche scientifique, eh bien c'est pareil, même si la loi cadre bien les choses, nous, au niveau scientifique, à chaque fois que l'on va vouloir monter une expérience du type de celle que je vous ai présentée, eh bien nous allons devoir passer devant une commission d'éthique, qui est un organisme français, qui possède un président, qui possède des membres, et qui vont évaluer, à chaque fois qu'on va demander un protocole de recherche en lien avec la lecture ou le décodage des pensées, eh bien, ils vont évaluer dans quelle mesure notre projet de recherche est éthique ou non. Et vous voyez que dans ces comités d'éthique, il y a des personnalités d'horizons divers qui peuvent être de nature philosophique ou spirituelle. Il y a des personnalités qui ont une compétence ou un intérêt pour les problématiques éthiques. Et bien entendu, dans cette commission aussi éthique, eh bien, va figurer des scientifiques. Mais vous voyez que la part scientifique est une représentativité assez faible de 35%, qui fait que la population au sens large participe au comité d'éthique pour dire que aller chercher de l'information dans le cerveau des personnes pour savoir s'il faut mieux vendre un produit, ça c'est interdit. Par contre, s'il y a un malade qui ne peut plus communiquer avec son environnement ou qui est en souffrance, eh bien à ce moment-là, on a l'autorisation de faire des projets de recherche parce que l'utilisation qu'on veut faire de la lecture et du décodage des pensées, eh bien oui, il est éthique, oui, on a le droit de le faire et la loi éthique, la commission d'éthique nous donne un accord favorable pour débuter nos recherches. Si on n'a pas l'accord éthique, eh bien on ne peut pas débuter un protocole de recherche ou alors on s'expose bien entendu à la loi. Alors ici, je vous montre un petit exemple de ce que nous, scientifiques, sommes contraints de faire et je pense que c'est une excellente chose d'avoir ces règles-là. Ici, vous avez une publication scientifique qui va montrer les résultats comme ceux je vous ai montrés de façon préalable. Et dans ces publications scientifiques, pour montrer à nos collègues ce que nous sommes capables de faire dans le cadre de la lecture ou des décodages des pensées, quand nous allons communiquer avec le grand public, eh bien, qu'est-ce qu'il nous faut dire ? Eh bien, il nous faut dire dans nos articles scientifiques que cette étude-là, elle a bien été validée et déclarée au niveau des comités d'éthique, que la comité d'éthique nous a donné un avis favorable pour réaliser cette étude-là, de dire qu'on n'est pas payé et qu'on n'est pas influencé par des lobbies pour faire cette recherche-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des facteurs extérieurs qui pourraient nous influencer pour aller chercher des pensées particulières ou de développer des travaux qui seraient contre-productifs. Et bien évidemment, nous sommes obligés de confirmer que toutes les règles éthiques ont été suivies à la lettre, c'est-à-dire que le protocole qui a été déposé a été suivi à la lettre, et par conséquent qu'on engage notre responsabilité si à un moment donné, on venait à prouver que ce qui est dans notre article était contraire aux lois éthiques. Donc ce qui veut dire que les scientifiques, les médecins qui ont accès à ces techniques, ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi dans ce domaine-là. Alors si je conclus mon exposé concernant cette lecture et ce décodage des pensées, qu'est-ce que je peux essayer de vous dire ? Que effectivement, à l'heure actuelle, avec les techniques que l'on a et les connaissances que l'on a, c'est possible de lire et de décoder les pensées. Alors, je vais mettre un petit bémol à ça, parce que les expériences que je vous ai montrées, en général, les pensées que l'on va chercher à mesurer, ce sont des pensées assez simples et qui engagent des zones du cerveau qui sont
c'est généralement très séparées et très différentes dans le cerveau. C'est-à-dire que si vous vous imaginez en train de courir ou que vous êtes en train de réciter un poème, c'est effectivement deux activités bien distinctes dans le cerveau. Et là, je vais être en mesure, avec mes dispositifs technologiques, eh bien, de faire la différence et de voir ce que vous êtes en train d'imaginer ou de penser. Maintenant, si vous pensez au mot chat ou vous pensez au mot table, eh bien là, ça va être extraordinairement compliqué d'aller chercher une différence aussi fine, même si pour vous, bien entendu, c'est des concepts très différents. Mais si vous me demandez d'aller chercher une lettre de l'alphabet dans le cerveau, eh bien, ça va être extraordinairement compliqué d'aller chercher cette information-là parce que ça va être chercher une aiguille dans une botte de foin. Bien entendu, c'est possible aussi, mais qu'avec votre aide, qu'avec l'aide des personnes que l'on va enregistrer. Parce que si la personne ne réalise pas les tâches ou est en train de penser à autre chose que ce que l'on est en train de lui demander de faire, eh bien forcément, sans le consentement de la personne, ça va être compliqué, même si je vous ai montré qu'on pouvait faire, entre guillemets, synchroniser les neurones à la cadence que l'on le souhaitait. Si la personne, elle regarde à côté de l'écran qu'on lui présente, eh bien forcément, on ne pourra faire strictement rien. Maintenant, c'est possible d'aller chercher dans le cerveau les informations, mais je dirais qu'on peut mieux faire. Parce que vous l'avez vu, la fiabilité de la lecture et du décodage, eh bien, elle n'est pas de 100%. Donc, imaginez-vous demain être inculpé d'un crime particulier et que le détecteur ne soit fiable qu'à 75 ou 80%. Ce qui veut donc dire qu'il y a une probabilité non nulle que je ne sois pas capable de lire dans les pensées et ça pourrait faire de vous un coupable alors que vous ne l'êtes pas. Donc quand on est sur des systèmes aussi critiques et aussi sensibles que définir une culpabilité ou définir la réalisation d'un traitement médicamenteux, eh bien il faut que la fiabilité de détection elle soit très proche de 100%, sinon il y a une marge d'erreur qui peut conduire à des catastrophes. On peut lire et décoder les pensées, oui, mais bien entendu c'est encadré par la loi. Et c'est encadré par la loi, à la fois sur un versant, je dirais, éthique, et à la fois sur un versant judiciaire. Alors, je mets, bien entendu, cette perspective-là au niveau national, parce qu'au niveau national, en France, voilà la façon dont le système est organisé. Enfin, dernier aspect, c'est que pour moi, lire et décoder les pensées, c'est faisable, mais ça nécessite, dans tous les cas, l'utilisation d'un appareil ou d'une machine. Vous avez vu que pour mesurer l'oxygène, pour mesurer le sucre, pour mesurer l'électricité, eh bien, je n'ai pas d'autre choix que de placer un système autour de votre tête ou sur votre tête pour l'enregistrer. Ce qui veut dire que, pour refaire le parallèle avec la télépathie, pour l'instant, on n'a pas de dispositif qui pourrait dire que par le biais d'une caméra, je suis capable de détecter la consommation de sucre dans votre cerveau. Par le biais d'un petit capteur posé sur ma veste, je ne peux pas capter les ondes électriques de votre cerveau parce qu'elles ne se propagent pas dans l'air. Donc, puisque l'électricité ne se propage pas dans l'air, je suis bien obligé de venir au contact de votre peau pour les enregistrer. Alors, bien entendu, vous avez vu que les machines, elles commencent à exister. Elles sont disponibles. Maintenant, un des enjeux principaux, notamment dans le terme du soin et de la médecine, eh bien, c'est de miniaturiser le plus possible ces dispositifs-là pour les rendre facilement utilisables et accessibles à tout le monde. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir et donc j'espère que vous aurez trouvé cette conférence intéressante et que vous aurez des questions à me poser. Donc je suis à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Alors, sois rassuré, Laurent, il y a des questions, évidemment. Alors, je les regarde, je les survole. Alors, il y a une question de Jacques Chopin, je la réserve pour un petit peu plus tard. Elle est assez surprenante, je la poserai tout à l'heure. On va revenir peut-être sur la diapositive où il y avait cette dame qui ne pouvait pas utiliser ses bras et qui, grâce à la puce dans son cerveau, pouvait avoir à boire. Il y a une question de Fabienne. Et si la dame s'imaginait devoir bouger le bras de robot, quel serait le résultat? Plutôt que d'imaginer elle bouger son propre bras, s'il avait imaginé que c'était le bras du robot qui bougeait, qu'est-ce qui se serait passé? Alors dans l'imagination mentale, ça pourrait fonctionner. Sauf que je dirais qu'il est plus simple de s'imaginer déplacer son propre bras que d'imaginer déplacer un objet qui ne nous appartient pas, parce que dans notre corps, dans notre cerveau figure une représentation corporelle, et c'est ce qui d'ailleurs fait
défaut quand une personne est amputée, parce que quand une personne est amputée, eh bien le cerveau va continuer à garder l'image mentale de ce bras qui n'existe plus. C'est d'ailleurs ce qui explique les douleurs fantômes. Eh bien, ça pourrait fonctionner, c'est-à-dire qu'on pourrait s'imaginer déplacer le bras de robot plutôt que de déplacer son bras, mais c'est plus efficace, c'est plus pertinent de pouvoir essayer de le faire avec son propre bras. Le plus important, je dirais, dans l'imagination mentale, c'est l'entraînement. Donc tout est possible, on peut tout imaginer d'un point de vue mental. Le point le plus important, c'est d'arriver à faire une belle imagination mentale. Et vous savez, les pilotes de la patrouille de France, avant de monter dans les airs, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais ils répètent mentalement le balai aérien qu'ils vont réaliser. Eh bien, figurez-vous que quand ils vont imaginer mentalement ce balai aérien, eh bien, ils vont activer exactement les mêmes zones du cerveau que ce qui va se passer en réalité lorsqu'ils vont bouger, lorsqu'ils vont être en vol. Donc, l'imagination mentale, c'est un excellent exercice parce qu'en réalité, ça stimule exactement les mêmes zones du cerveau que si vous faisiez le mouvement de façon réelle. Question de Clara. Bonsoir. Comment fonctionne le détecteur de mensonges? Est-il réellement fiable dans les enquêtes judiciaires? Pourrait-on à l'avenir utiliser ce détecteur comme unique preuve? Alors, comment fonctionnent les détecteurs de mensonges? Il faut savoir que ce sont des dispositifs qui ne sont pas utilisés en France. C'est-à-dire que le détecteur de mensonges n'est pas un système qui est utilisé d'un point de vue judiciaire. On ne peut pas. Ça, on le voit dans les séries télévisées, on le voit dans les reportages américains. Ce sont des dispositifs qui ne sont pas utilisés par chez nous. Actuellement, dans ces autres pays qui utilisent des détecteurs de mensonges, ils vont enregistrer toute une série de paramètres. Toute une série de paramètres comme le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire et ce qu'on appelle l'électrodermogramme, c'est-à-dire l'activité générée par la peau. Et on sait que lorsque les personnes vont dire la vérité ou dire un mensonge, eh bien, il va y avoir une sudation, il va y avoir une production de l'activité électrodermale qui va être différente de lorsque vous allez dire la vérité. Et si la fréquence cardiaque augmente, si la fréquence respiratoire augmente, si l'activité au niveau de la peau est différente, eh bien, on peut estimer avec à nouveau une certaine fiabilité que vous êtes en train de dire un mensonge ou de dire la vérité. Maintenant, à nouveau, ce système-là n'est pas fiable à 100% et il n'existe pas chez nous comme étant un arsenal faisant partie de l'arsenal judiciaire en France. Une question de Yann. Un développement moteur ou une amélioration de la motricité fine pour une personne handicapée serait-elle possible par stimulation électrique? Alors, sur l'aspect motricité, je dirais que oui. On fait énormément de progrès sur les interfaces cerveau-ordinateur et on arrive assez bien maintenant à identifier quelles sont les populations de neurones dans le cerveau qui vont s'activer même au niveau des doigts de la main. Et donc, on est capable, comme ça, de commencer par le biais de petites électrodes implantées dans le cortex, notamment pour l'instant chez l'animal et progressivement chez l'homme, à décoder quelles sont les zones du cerveau, quelles sont les populations de neurones qui s'activent pour bouger un doigt, pour bouger l'index, pour bouger le majeur, pour bouger l'auriculaire. Et donc, sur la motricité fine, on commence à obtenir des résultats qui sont extrêmement bons. Maintenant, à nouveau, je le répète, c'est que cette imagination mentale, elle est extraordinairement dure, elle va nécessiter beaucoup d'apprentissage. Actuellement, les personnes qui cherchent à décoder les pensées dans le domaine de la motricité, avant de passer à l'implantation de petites électrodes dans le cerveau et au déplacement d'un bras de robot, comme vous pouvez le voir tout à l'heure, vous imaginez bien que si cette dame, elle imagine un mouvement qui est trop ample, qui est un déplacement qui est trop grand, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire avec son bras de robot? Eh bien, elle va se le mettre en pleine figure, et un bras de robot qui est pris en pleine figure, eh bien, peut engendrer des dommages extrêmement importants. Vous imaginez bien qu'une personne qui est dans un fauteuil roulant, qui s'imagine se déplacer vers l'avant, et qu'elle s'imagine se déplacer vers l'avant d'une façon qui est trop importante et que vous avez des marches d'escalier, eh bien, les conséquences peuvent être extrêmement néfastes et dommageables. Donc, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, ce que font les chercheurs, c'est que dans un premier temps, ils créent sur ordinateur des personnages virtuels avec des exercices qui doivent être réalisés par les patients
pour s'habituer à imaginer mentalement le déplacement de leurs bras et vérifier qu'ils sont bien capables de le faire sur ordinateur et de façon extrêmement fiable et extrêmement pointue. Et quand la personne est capable d'imaginer mentalement d'une façon suffisamment précise, et bien seulement là, on va passer sur des dispositifs qui permettent de commander la motricité fine, parce que si on implante ou on enregistre directement l'activité électrique des neurones et qu'on vous place, vous, un bonnet sur la tête et qu'on vous demande d'imaginer un déplacement, il y a une très faible probabilité pour que le mouvement soit bien exécuté. Et en plus, il faut que les ordinateurs soient capables de décoder l'activité électrique de façon très précise. Et pour ce décodage de l'activité électrique très précise, qui va dépendre de chaque individu, eh bien, il va falloir un très grand nombre d'essais. Il va falloir répéter la tâche un très grand nombre de fois pour être sûr qu'à chaque fois que vous bougez l'index, eh bien, c'est bien cette onde électrique-là que vous enregistrez et ce n'est pas une autre. Parce que si vous décodez mal l'activité électrique, eh bien forcément l'exécution du mouvement, elle aussi, elle va être réalisée d'une façon qui est mauvaise. Une question de Flo. Bonsoir. Des techniques de ce type pourraient-elles être utilisées pour faire remonter à la surface des souvenirs chez des personnes ayant subi un traumatisme, par exemple en utilisant des associations de mots-clés? Oui, alors je dirais que dans ce domaine-là de la psychiatrie, qui concerne les troubles et le stress post-traumatique, effectivement, par des méthodes d'imagerie, on peut réussir à démontrer que certains souvenirs, alors on n'est pas encore capable de détecter quels souvenirs exactement, c'est ce que je vous disais dans le cadre de ma diapositive, c'est que ce sont vraiment les pensées simples, les activités assez simples qu'on va être capable de décoder, on ne va pas être capable de savoir si la dimension émotionnelle est liée à un trouble physique ou un trouble psychique, mais en tout cas on va être capable de décoder et de voir que dans ce cerveau-là, les zones des émotions sont extraordinairement impactées et on peut, par le biais d'une stimulation visuelle, remontrer des scènes particulières et voir que effectivement le cerveau va réagir de façon très forte dans des zones émotionnelles du cerveau à certaines images et non pas à d'autres images, et ça peut être le marqueur d'un stress particulier ou d'une phobie particulière. Donc on peut comme ça mesurer au niveau des émotions l'activité du cerveau. Donc ça, je dirais que dans le cadre diagnostique, ça pourrait être quelque chose d'utilisé. Donc dans mon laboratoire, on est en train de développer une collaboration dans le domaine de la psychiatrie pour essayer de montrer que quand on va présenter des images à une certaine cadence avec des stimulations neutres ou des stimulations émotionnellement chargées, eh bien l'activité électrique du cerveau va être différente entre une personne qui n'est pas atteinte, par exemple, de dépression ou de stress post-traumatique, à la différence de personnes qui pourraient être atteintes de pathologies et qui pourraient être très sensibles à ce genre d'image. Donc oui, on peut faire du diagnostic sur le biais de la lecture de la pensée. Une nouvelle question de Yann. Est-ce qu'il est possible d'imaginer des modèles pour des profils psychologiques ou des handicaps? Il prend l'exemple par exemple d'une personne qui n'aurait qu'un seul hémisphère. Est-ce qu'avec tes cartes, Laurent, on ne pourrait pas imaginer justement créer des modèles qui permettraient peut-être plus simplement de comprendre comment fonctionne l'activité cérébrale de ces personnes? Alors, je ne sais pas exactement ce que vous entendez par modèle, parce que dans le domaine des neurosciences, les modèles peuvent être variés. On peut parler de modèles anatomiques, on peut parler de modèles fonctionnels. Dans tous les cas, lorsque le cerveau est atteint ou malade, effectivement, on peut déterminer des patterns, on peut déterminer des grandes classes de modèles de cerveau et dire que dans telle ou telle situation, eh bien, le cerveau peut être modélisé, peut correspondre à un modèle plutôt de tel type de famille normale ou tel type de famille pathologique. Et donc, on peut classer, je dirais, et répertorier les zones du cerveau qui s'activent et en fabriquer différents types de catégories en fonction des réponses obtenues aux stimulations et à la lecture des pensées. Une question de Malika. Retour à la case judiciaire, retour à la case détecteur de mensonges. Un pervers coupable d'un crime quelconque n'a-t-il pas plus de chances d'échapper au détecteur de mensonges qu'une personne au profil psychologique plus, entre guillemets, normal?
Alors, cette dimension-là, je dirais que on va pas forcément l'intégrer dans la mesure et le décodage de la pensée. Je m'explique, c'est que lorsqu'on va mesurer le degré de connaissance ou de reconnaissance d'un pattern dans le cerveau qui va prouver une certaine culpabilité, on va surtout stimuler certaines zones du cerveau qui ne va pas être influencée, je dirais, par la dimension psychiatrique ou psychologique du sujet. Je m'explique, c'est que si vous avez quelque chose qui est ancré dans votre mémoire, parce que vous avez reconnu un individu avec lequel vous avez réalisé un acte criminel, eh bien cette zone-là qui va être stimulée dans votre cerveau ne va pas être influencée par le fait que votre profil psychologique est de telle ou telle manière. Alors c'est sûr que dans certaines pathologie, si une pathologie comme la maladie d'Alzheimer est présente, eh bien forcément, lorsqu'on va essayer de décoder les pensées et qu'on va aller chercher l'information dans une zone qui va être dite malade, eh bien là, ça va être forcément bloqué parce qu'on s'intéresse à une fonction, on s'intéresse à une pensée qui est altérée par la maladie. Donc là, effectivement, si la zone du cerveau est atteinte par une maladie dans la pensée, eh bien là, ça va provoquer des soucis et on ne va pas être capable de détecter quoi que ce soit. Donc, au final, je dirais que si on veut détecter correctement les zones du cerveau qui s'activent, eh bien, effectivement, il faut que ces zones, avant tout, soient saines pour pouvoir y accéder. S'il y a un traitement médicamenteux qui altère cette zone du cerveau, s'il y a une lésion dans le cerveau ou une pathologie dans cette zone-là du cerveau, effectivement, aller décoder la pensée dans une zone malade, eh bien, ça va être certainement compliqué. Moi, j'avais une question personnelle. Tu parlais d'un comité éthique qui évaluait les projets de recherche dans le secteur des neurosciences. Est-ce que leur avis est accessible au public? Est-ce qu'on peut accéder aux résultats de leur comité qui tranche en faveur ou non d'un projet? Et si c'est accessible, est-ce que tu es au courant d'un projet qui aurait fait discorde, qui aurait fait des remous? Alors effectivement, les décisions du comité d'éthique, à ma connaissance, elles doivent être publiques. Hein. Elles sont publiées, je pense, sur les sites web lorsqu'on regarde les comités d'éthique. Alors il y a forcément une répartition qui est faite d'un point de vue régional. Hein. Chaque région de France va avoir un comité d'éthique qui va lui être attribué, hein, tout ça pour des raisons d'efficacité, pour pas qu'on ait beaucoup de temps d'attente pour débuter les protocoles. Et donc à chaque autorisation va correspondre un document qui sera officiel et rendu public et publié. Alors, est-ce qu'à ma connaissance, il y a des décisions qui auront pu être soit les comités d'éthique qui autorisent quelque chose qui aurait fait scandale? À ma connaissance, je n'en connais pas. Ou alors, s'il y a des dérives, ce n'est pas des dérives liées au comité d'éthique, mais ce sont des dérives liées aux personnes qui sont responsables de respecter le protocole qui était convenu. Donc là, c'est plutôt la responsabilité des scientifiques qui est engagée parce qu'ils ne suivent pas le comité d'éthique. À ma connaissance, je n'ai pas d'exemple qui dirait que le comité d'éthique s'est trompé. Et bien entendu, le fait d'avoir des protocoles qui sont refusés par les comités d'éthique, chaque scientifique, entre guillemets, en aura fait à un moment donné peut-être l'expérience. Alors peut-être pas un refus catégorique, mais moi personnellement, dans mes projets de recherche, alors c'est pas forcément la dimension éthique au sens strict qui est critiquée, mais si par exemple vous dites que vous allez faire des tests chez un malade ou chez un sujet sain pendant une durée d'1 heure ou 2 heures, le comité d'éthique peut par exemple vous recommander de baisser la durée des tests parce qu'ils estiment que 1 heure ou 2 heures de test, c'est beaucoup d'investissement. Au niveau de la charge cérébrale et du travail, c'est beaucoup de travail. Donc à ce moment-là, le comité d'éthique me demande de réduire mon temps d'expérimentation de 30 minutes au lieu de 2 heures. Donc forcément, on a toujours des
petites critiques qui peuvent être émises par le comité d'éthique. Maintenant, je n'ai pas à ma connaissance de protocole totalement farfelu qui aurait été refusé par le comité d'éthique, parce que vous vous doutez bien aussi que la crédibilité des scientifiques qui déposent des projets est en jeu. C'est-à-dire que si à un moment donné un scientifique s'amuse et je mesure mes mots quand je dis s'amuse, à déposer un projet qui n'est pas du tout dans le cadre éthique, forcément des alarmes vont s'activer et cette personne-là va devoir un petit peu rendre des comptes pour être capable d'écrire des absurdités pareilles. Donc c'est rarement, je dirais, le cas, parce qu'on connaît tous les règles à respecter et ça se passe généralement très bien. Je pense à 99% des cas, ça se passe toujours relativement bien. Je vais te poser la question. Il n'y a pas de nouvelles questions depuis que nous discutons. Donc la question de Jacques. Bonsoir Laurent, as-tu déjà été approché par le monde du spectacle, plus précisément les illusionnistes ou mentalistes ? Alors, c'est une bonne question. Alors, j'ai été approché, oui, dernièrement, par des artistes qui ont monté un spectacle sur la mémoire. On a monté ce spectacle-là avec 2 artistes dont je pourrais vous transmettre les coordonnées. C'est un spectacle qu'on donne dans le cadre de Science en Lumière et de la Semaine du Cerveau. Et donc, dans le cadre de ce spectacle-là, à un moment donné, un des 2 artistes fait des tours d'illusionniste pour essayer de tromper et de duper le cerveau. Et effectivement, on peut, par des petits subterfuges, réussir à faire croire qu'on va aller lire dans les pensées en utilisant des processus liés à la magie, ou en tout cas à l'illusionnisme. En tout cas, effectivement, on essaye un petit peu de jouer sur cette dimension-là. Alors bien évidemment, on n'est pas du tout dans le domaine des neurosciences, on est dans le domaine du spectacle, mais en tout cas, en divertissant le cerveau, en faisant diversion, on peut réussir à faire croire qu'on a réussi à deviner quelque chose, alors qu'en fait, on a très clairement orienté le choix des personnes en question. Donc c'est mon collègue Bruno Salvador qui a monté un spectacle, donc je vous invite à venir voir dans le cadre de la semaine du cerveau sur les mystères de la mémoire. Voilà, j'ai dit. Merci Laurent, il n'y a pas de nouvelles questions. Il est quasiment 21h30, alors je vois que si quelqu'un est en train d'écrire, on va voir si c'est une question. En attendant, j'en profite au nom de Science Lumière pour te remercier de ton intervention. La question de Cosette Andorno, c'est quand la semaine du cerveau en 2021 ? Alors la semaine du cerveau, c'est tous les ans à la 2e semaine de mars. Donc il me semble que cette année, ça doit débuter le 15 mars, le lundi 15 mars, sur toute la semaine, en raison de la pandémie que nous connaissons actuellement. Nous allons faire des actions essentiellement en numérique, comme celle-ci. Donc je vais solliciter certainement mes collègues de Science en Lumière pour éventuellement reprogrammer une diffusion de cette émission, et on va faire d'autres émissions aussi dans le cadre de Science en Lumière, mais en tout cas lors de la 2e semaine de mars, je vous invite à consulter le site web www.semaine du cerveau tout attaché, donc semaine du cerveau tout attaché.fr, et sur le site de la semaine du cerveau.fr, vous verrez les différentes actions qui seront proposées cette année dans le cadre de cette manifestation que je coordonne sur la région Lorraine. On a mis le lien dans le chat. Écoute, Laurent, on te remercie. On remercie à tout le monde d'avoir été présent également. Merci à vous. J'en profite, moi, avant de se quitter, je vais vous mettre un lien dans le chat, le lien de nos podcasts que nous produisons actuellement en cette période reconfinée. On a initié une série de podcasts début octobre. Là, je vous mets l'épisode numéro 3 sur Pline l'Ancien. Alors, c'est vrai que le sujet scientifique n'a rien à voir du tout avec les neurosciences. Néanmoins, ce sera votre porte d'entrée sur les autres épisodes des podcasts qui sont sur notre page SoundCloud. Donc, bonne écoute. On vous informe également qu'il y aura une rediffusion de cette conférence que l'on mettra sur nos réseaux sociaux une fois que la vidéo sera prête, et on se dit, c'était la dernière conférence de l'année, donc on se dit déjà à 2021. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée à tous.